Bonjour à toutes et à tous, voici les titres du journal. Le Bénin définit une autre approche pour réduire la pauvreté. Un nouveau modèle d'engagement avec la Banque mondiale est en cours d'élaboration. Des artisans sont à l'assaut du certificat de qualification professionnelle. Près de 200 candidats planchent dans cette corps de métier à Abomey. Et puis Madagascar compte ses victimes après le passage du cyclone Enao. Alors que le bilan s'accroît, des nouveaux sites ont été aménagés pour héberger les sinistrés. Renforcement de capacité des élus en matière de gouvernance des villages et quartiers de ville. Un séminaire s'est tenu à cet effet à la piscine municipale de Porto Novo. Organisé par l'Institut de formation sociale, économique et civique InfoSec, l'objectif de la rencontre est d'offrir les éléments de droit et de pratique en matière de gouvernance du village ou du quartier de ville aux élus des organes infracommunaux au Bénin. Reportage. Placé sous le thème droit et pratique de la gouvernance du village ou du quartier de ville à l'ère de la décentralisation, ce séminaire rassemble les chefs quartiers, chefs d'arrondissement. Conformément à la loi numéro 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l'administration territoriale en République du Bénin, qui stipule que le village ou le quartier de ville constitue l'unité administrative de base au sein de laquelle s'organise la vie en milieu rural ou en milieu urbain. Face à cette responsabilité, la loi confère aux organes infracommunaux la mission de promotion des connaissances et gestion économique, sociale et culturelle de leur milieu. Le présent séminaire qui nous réunit ce jour, 9 mars 2017, a pour objectif général d'offrir les éléments de droit et de pratique en matière de gouvernance du village ou du quartier de ville aux élus des organes infracommunaux au Bénin. Spécifiquement, il vise à permettre aux élus de villages et de quartiers de ville de connaître les dispositions législatives en lien avec la gouvernance du village ou du quartier de ville. La première autorité de la ville de Porto Novo n'est pas restée en marge d'un tel événement. Il ne tarit non plus de mots pour saluer et remercier la forte présence des élus locaux tout en les encourageant à mieux se donner à la gestion de la cité. Je voudrais tout d'abord remercier l'Institut de formation sociale et économique InfoSec pour cette opportunité qui nous donne de mieux outiller nos chefs d'arrondissement et chefs quartiers face à leur mission difficile de servir les populations. Vers un nouveau modèle d'engagement de la Banque mondiale avec les peuples membres, le Bénin est soumis à l'exercice avec la préparation d'une nouvelle stratégie de partenariat pour réduire la pauvreté. Plus de précisions avec William Choki. C'est un exercice basé sur la recherche de solutions aux grands défis du développement. Instauré depuis juillet 2014 par le groupe de la Banque mondiale, le Bénin y est soumis en ce moment à travers l'élaboration de nouvelles stratégies d'assistance couvrant la période 2018-2022. Il est nécessaire à mon institution de proposer ce nouveau modèle pour permettre l'obtention des meilleurs résultats. Une démarche qui montre les plus grandes contraintes et opportunités que le Bénin devrait prendre en compte pour réduire la pauvreté et assurer le partage équitable de la prospérité. La nouvelle stratégie pays de la Banque sur la période 2018-2022 visera à doter notre pays d'un cadre de partenariat qui accompagne le gouvernement dans la mise en œuvre de ce PAG. Face à une telle analyse diagnostique de la situation socio-économique, la forte délégation gouvernementale n'a pu s'empêcher de relever de façon unanime une autre difficulté, celle de l'instabilité monétaire. C'est ce système monétaire qui est comme pour nous des entravants. Ça, c'est le vétérinaire, ça, qui ne permet pas de courir, de faire tous les espaces. Parce que ça fait que quand le Nigeria a baissé sa monnaie, on est incapable d'agir.
il y a beaucoup aussi de nos concitoyens qui meurent par faute de moyens. Parce que ceux qui ont le privilège d'être évacués, et ils ne sont pas nombreux. La grande majorité meurt. La problématique de la pauvreté reste inquiétante malgré tout. Le gouvernement du Bénin propose déjà une thérapie de choc, le PAG. La Banque mondiale accepte et accompagne les projets phares. Lancement officiel ce lundi au centre de formation professionnelle d'Abomey de l'examen de qualification professionnelle. 182 candidats composent dans 7 corps de métier. Gilles Dansou pour plus de détails. Examen de qualification professionnelle. 2647 candidats composent sur l'ensemble du territoire national dans 14 corps de métier. Ici, dans le centre d'Abomey, les candidats composent dans 7 filières: coupe-couture, coiffure, maçonnerie, mécanique de roues, mécanique automobile, menuiserie et photographie. L'examen du certificat de qualification professionnelle est organisé sous la tutelle de 3 ministères: le ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, le ministère du travail et de la fonction publique, le ministère du commerce et de l'artisanat. Pour cette année, nous avons 2647 candidats répartis sur 18 centres avec 14 métiers. Et pour cette édition, l'examen commence aujourd'hui, donc lundi, et il y aura la phase théorique qui se déroule dans la journée. Et dans la journée également, les copies seront mises sous anonymat avec le secrétariat, et dans la journée de demain, les copies seront corrigées. Et le mercredi, il y aura les épreuves pratiques. Dans la journée, là également, ces copies-là seront mises sous anonymat, et le jeudi, il y aura la correction des épreuves pratiques. Le ministère de l'enseignement professionnel est convaincu de l'intérêt de cet examen. L'objectif, c'est aller jusqu'à 13 000, 14 000, voire 17 000 en formation professionnelle. Car l'État aujourd'hui attache du prix à la formation professionnelle, parce que c'est à ce niveau qu'on est sûr que nos apprenants, lorsqu'ils auraient eu leur diplôme, sont capables d'être automatiquement utilisés pour gagner leur vie. Le ministère de la fonction publique apporte tout son soutien. Cet examen va être très important et va être de jour en jour soutenu par le ministère en quantité et en qualité. En quantité parce que vous avez vu, d'année en année, le nombre de candidats augmente. Ce qui prouve que petit à petit, dans notre pays, la formation professionnelle commence par être comprise. Mais aussi en qualité, et c'est pour ça que nous insistons sur la formation et aussi sur un petit accompagnement pour l'installation en auto-emploi des jeunes. Les épreuves pratiques démarrent mercredi prochain et la délibération est prévue pour vendredi. Parlons un instant de femmes et commençons par cette caravane pour la sensibilisation et la formation des filles mères aux petits métiers. Elle a eu lieu en fin de semaine dernière à Boycon et c'est une initiative du projet de renforcement de l'autonomisation des filles mères avec le soutien de l'ambassade du Canada près le Bénin à travers SOPAM ONG Solidarité Papa et Maman pour les enfants du monde. Caravane pour rendre les filles mères plus autonomes. La ville Carrefour Boycon était prise d'assaut pour une campagne de sensibilisation. Partie du CEG1 de la ville, CEG2, point de ralliement Carrefour Mocas. Nous avons réfléchi sur des activités que nous pouvons mener en faveur de ces filles mères-là pour leur donner une certaine autonomisation, une certaine capacité à bien prendre soin de leur ménage. Nous avons organisé beaucoup d'activités de formation sur de petits métiers en faveur de centaines de filles mères dans la commune de Boycon. Ça nous a permis de former 100 filles mères sur de petits métiers dont le macramé, la fabrication de savon, la fabrication d'amuse-gueule, la fabrication de perles. Que vous voyez là, on a exposé beaucoup d'objets que ces filles mères-là sont arrivées à fabriquer en un temps record. Dans l'intervalle d'une semaine, nous avons réussi à amener ces filles-là à savoir faire tout ce que vous voyez en exposition là. Donc nous avons profité de la caravane de ce jour, qui est une caravane de sensibilisation, et en même temps une caravane pour montrer à la population de Boycon ce que ces filles-là ont appris à faire en quelques jours. Je demanderai à ce que les organisations de la société civile
réfléchissent encore beaucoup plus sur la situation des filles mères. Témoignage d'une fille mère. Ce qu'on vient de faire, moi, je trouve ça particulièrement bon. Et j'ai beaucoup apprécié l'ONG SOFAM, puisqu'il nous a amenés, nous les filles mères, à avoir au moins quelques métiers sur nous pour travailler. Et vraiment, je suis très contente parce qu'il a lutté contre la non-violence des mariages forcés et surtout la sexualité et la grossesse non désirée. Il nous a appris au moins beaucoup de choses pour que nous deviendrons nous-mêmes. Une initiative à encourager. Restons avec les femmes et cette fois-ci c'est à Djougou où un double événement a été célébré. La journée internationale de la femme en différé puis l'avènement du département de la Donga. Au cœur de la commémoration, la recherche du mieux-être de la femme béninoise en général et particulièrement de la gente féminine de la Donga. L'invité de marque, le ministre d'État chargé du plan et du développement, il a apporté à la connaissance des participantes le programme du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des femmes. Les manifestations de la GIF 2017 ont eu lieu à la place de la Gani. Abdoulafou Idrissou et Ousmane Baparapé pour le point. Les femmes dans un monde du travail en évolution, une planète 50-50 d'ici à 2030, la communauté internationale, à travers ce thème, invite les gouvernants à œuvrer davantage pour le mieux-être de la femme. Venus des 4 départements du Septentrion et de la partie méridionale du pays, les participantes, au-delà des festivités, vont réfléchir sur leur avenir. Les femmes et les hommes vivent dans la précarité où le panier de la ménagère est en souffrance. Les femmes n'ont pas accès aux soins de santé élémentaires. Pourquoi ce thème? Ce thème parce que la liste des barrières dressées devant les femmes semble se reproduire à l'infini. Les mauvaises conditions de vie et de travail des femmes au Bénin ne laissent pas indifférent le chef de l'État et son gouvernement. Le choix au plan national du thème de la GIF 2017 en est une illustration. L'autonomisation socio-économique des femmes, un pas vers le développement du Bénin. Donc soulager la femme, c'est aussi assurer que son enfant trouve une école avec des maîtres. C'est s'assurer que son enfant et son époux, son conjoint et elle-même pourront se soigner dans les situations de difficultés sanitaires et parfois d'indigence. Dans le programme d'action du gouvernement 2016-2021, plusieurs actions sont envisagées pour libérer les femmes et leur donner de meilleures chances. Par ailleurs, les autorités communales, les sages et têtes couronnées saisissent l'occasion pour manifester leur joie suite à la création du département de la Donga. Toujours en marge de la GIF, la présidente nationale des femmes ABT offre à ses sœurs de Djougou des ustensiles pour les activités génératrices de revenus. Et tout au long de ce mois de mars, les femmes seront célébrées et honorées. L'ONU soutient l'éducation de la femme et valorise la gente féminine. À travers un dîner de gala, elle a récompensé ce samedi certaines femmes qui font preuve de bravoure. Elles sont 12 lauréates à recevoir ainsi le trophée Kindemi. Patrick Jossou pour le point. Annick Ballet est l'une des 12 lauréates des trophées Kindemi 2017. Une récompense qui symbolise le travail qu'abattent ces femmes modèles de développement. L'organisation de l'événement est l'œuvre de l'ONG Soutien et éducation de la femme africaine, CEDUFA. Kindemi, c'est le fond. Ça veut dire, en français, le choix a été porté sur moi. Et c'est pour valoriser la femme, le talent de la femme. L'ONG a pour objectif l'amélioration de la qualité de la femme, l'éducation de la femme africaine et la promotion de la femme pour son autonomisation socio-économique. Et connaissant le rôle de la femme dans le développement, il a accepté donc d'accompagner cette initiative pour appeler, interpeller donc les femmes à prendre véritablement et avec engagement leur rôle dans la société, à l'image de ces femmes qui sont aujourd'hui nominées, qui sont les lauréates de ce soir. Désormais, c'est une nouvelle charge qu'impose ces trophées aux lauréates. Elles le savent et promettent de l'assumer. C'est la joie et la satisfaction peut-être du travail bien fait, parce que si on ne fait pas bien, on ne peut pas vous choisir. C'est aussi l'encouragement à continuer dans la lutte. Je suis surprise et très heureuse. On peut vous retirer votre trophée. Donc c'est vous dire un peu ce que cela représente comme charge
et pression. Ça me permettra de convaincre les filles de mon lycée pour qu'elles m'emboîtent le pas. Les trophées Kindemi visent à valoriser la gente féminine et à célébrer la femme en ce mois de mars. Et on reste avec Patrick Jossou pour découvrir une jeune artiste platicienne qui est sur les traces d'une ancienne gloire de l'art pictural en région Mali. C'est du moins le résumé de la performance de Todjinsou dont le vernissage a eu lieu le mercredi 8 mars dernier au siège de la Fédération nationale de théâtre du Bénin. Un tableau vivant peint directement à main nue par l'artiste peintre d'art Fieyon Etayewa, Jérusalem et Léonard Devignon. De l'abstrait fait avec attrait et attraction devant un public médusé. On parle de performance. La performance, je l'ai dédiée pour ma grand-mère Todjinsou. Todjinsou, la première à tenir la roue, donc cultivatrice, et celle qui a eu l'idée en pays Mali, surtout dans nos villages à Klangpa, le Gozohei, Ouedeme, de badigeonner les cases en latérite, une artiste qui nous a quittés en 1957. 1957-2017, 60 ans déjà qu'est partie cette dame culturelle qui, à 47 ans, avait 7 garçons vivants, dont Setchenusita Roland Richard, artiste spiritualiste rocadre, père de Jérusalem, artiste soutenu par la Fédération nationale de théâtre, FENAT. La FENAT aussi célèbre la femme artiste. Vous retrouverez dans le théâtre les arts plastiques, parce que nous ne pouvons pas monter un décor de scène sans l'art plastique. Il y a très peu de femmes qui s'investissent surtout dans l'art plastique. Pas seulement plasticienne, Lynn est connue comme mannequin qui dessine parfois cette tenue tout en peignant ses tableaux comme celui-ci. Canlilon, saut de corde et tressage de corde, tenu par sa sœur aînée défilant ici. Justement, l'art, c'est de famille. Pour les 9 groupes de bois de Dieu de leur mère, c'est nous des Yvonne Fidélia Netchaou, polyvalente artiste en haute couture, coiffure, cuisine. De Harlem à Jérusalem, Jérusalem et Léonore dit qu'elle est en or. Cette exposition à découvrir au siège de la FENAT. Autre événement à présent, comment faire pour doter le Bénin d'une stratégie nationale pour le développement de la filière karité? La question préoccupe les acteurs de cette filière réunis à la 10e conférence internationale annuelle. Francis Faton, Jérôme Mungo pour le point. Avec une production de 85 000 tonnes par an, le karité est le 3e produit d'exportation du Bénin. Cette filière emploie plus de 200 000 femmes rurales de par son importance multiple. Le karité est utilisé comme un ingrédient thérapeutique pendant les saisons sèches. Il représente aussi une source de revenus pour les femmes rurales. Il est utilisé dans notre alimentation et pour notre nutrition. Il est utilisé aussi pour nourrir la peau. Et enfin, il est très utile pour nos enfants et particulièrement les bébés. L'Association béninoise du karité, ABK, et les associations partenaires poursuivent plusieurs objectifs. Il s'agit notamment d'engager une politique volontariste de préservation et de gestion durable de la ressource karité, d'achever le travail d'organisation de la filière auquel s'attache sans relâche l'AKB depuis 3 ans, d'investir massivement dans les infrastructures et les équipements pouvant permettre aux femmes ramasseuses et transformatrices d'accroître leur rendement et d'améliorer la qualité de leur production, d'améliorer l'accès aux zones de collecte du karité à travers une politique d'entretien des pistes rurales durant la période de ramassage du karité. À cette 10e conférence internationale annuelle, ils sont près de 400 participants d'une trentaine de pays invités à mutualiser leurs expériences pour assurer la compétitivité du karité africain sur le marché mondial et ce, dans un esprit de collaboration. L'esprit de collaboration est au centre de cette conférence. Plusieurs personnes ici représentent des aspects différents mais interreliés de la chaîne de valeur du karité. Des représentants des marques internationales aux détaillants, en passant par les leaders des groupes de femmes, c'est lorsque nous travaillons ensemble que nous sommes plus fortes et que nous pouvons vraiment s'aimer le changement pour un avenir plus durable. La bataille pour le karité peut être gagnée, mais il faudra tenir compte du changement climatique, des feux de brousse et œuvrer davantage au repeuplement des parcs de karité.
La sécurité sanitaire des aliments est au cœur d'une session de formation débutée ce lundi à Cotonou. Ce cours interrégional qui va durer 10 jours porte sur le contrôle des résidus de pesticides dans les produits d'origine animale. Daniel Ada et Marie-Louise Perrin étaient également présents à ce rendez-vous et voici leur compte rendu. Partant de ce que certains pays membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA n'arrivent pas à générer des données scientifiquement fiables pour impacter des décisions lors de l'élaboration des normes de sécurité sanitaire des aliments, il est organisé le présent atelier qui a pour objectif de renforcer les capacités des laboratoires parties prenantes du projet dénommé INT 5154. Différents partenaires commerciaux internationaux ont des exigences sanitaires très strictes, ce qui constitue parfois une barrière non tarifaire au commerce des produits alimentaires dont dépendent les pays en développement. Cependant, pour apporter une contribution significative à ce processus, les pays devaient disposer de données scientifiques pour appuyer leurs propositions. Mais il est souvent regrettable de constater que de nombreux États membres n'ont toujours pas les moyens de contribuer à ces données et d'influencer le processus d'établissement des normes. Il est vrai que les pesticides, substances chimiques destinées à éliminer les parasites animaux ou végétaux, sont abusivement utilisés dans les pays en développement par ignorance. Les expériences toxicologiques ont démontré que lorsqu'un individu consomme des pesticides, cela peut porter atteinte à sa santé. Donc, il y a eu des expérimentations qui ont permis de définir des limites de sécurité. Lorsque vous consommez et que les analyses révèlent que vous êtes en dessous des limites et que votre quantité que vous consommez journalièrement ne permet pas de dépasser cette LMR, vous êtes en bonne santé. Lorsque les aliments que nous consommons, les résidus de pesticides dépassent, disons, cette limite, ça veut dire qu'il y a un risque pour la santé humaine. Donc, les pesticides font partie de l'ensemble des risques chimiques qu'il faut pouvoir contrôler, vérifier, afin de protéger le consommateur que nous sommes tous. L'enjeu est de taille. Les États membres de l'AIEA dépendent des produits agricoles pour leur développement socio-économique. Il est donc essentiel d'assurer la sécurité et la qualité des produits alimentaires. Jean-Baptiste Elias revient à l'instance de lutte contre la corruption. Il a pris les rênes de l'ANLC ce lundi à Cotonou, mais avec une particularité, le président sortant n'a pas fait de déclaration à la séance. Edmond Humbo et Jérôme Humbo. Dans cette même salle, le 28 juin 2013, Jean-Baptiste Elias avait passé le témoin à Guy Ogoubeyi, le président sortant de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption. Aujourd'hui, je prends le témoin des mains du président Ogoubeyi sans lui. En tout cas, sans qu'il ne soit ici devant vous. C'est une mission importante qui est confiée à cette deuxième mandature de l'ANLC, car la corruption est une gangrène à notre société. Dans son rapport de 2017, Transparency International a classé le Bénin 95e sur 176. Nous devons nous poser des questions. Les pays dont les responsables sont classés. Premier, ces responsables n'ont pas 2 têtes, n'ont pas 4 bras, n'ont pas 4 pieds. Donc, au Bénin, nous pouvons aussi le faire. Et il est à souhaiter que nous devons appeler tout le monde à faire en sorte que nous puissions relever le défi et que nous puissions obtenir un rang honorable dans le prochain classement. Faire reculer sensiblement la corruption au Bénin. Jean-Baptiste Elias et son équipe s'y engagent fermement à travers, notamment, la prévention. Notre action de prévention doit se renforcer. Nous devons aller au-devant de la situation en contactant les autorités administratives, les autorités politiques, les cadres et agents dans tous les ministères, dans toutes les institutions de la République pour faire passer le message, afin que le changement de comportement que nous souhaitons puisse revenir et que la corruption, à défaut de cesser, recule sensiblement. Autre chantier pour cette équipe, le toilettage de la loi portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin.
À cette cérémonie, le président sortant ne s'est prêté à aucune déclaration. Autre cérémonie de passation de charge, c'est un universitaire de renommée qui vient de prendre les rênes de l'ERSUMA, l'école régionale supérieure de magistrature, un centre d'excellence basé à Porto Novo. La cérémonie de passation de charge entre les directeurs généraux sortants et entrants, entre les directeurs généraux, donc général sortant et entrant, l'institution s'est déroulée en fin de semaine écoulée. Reportage Guillaume Avienne. Paraphe de documents à la cérémonie de passation de charge entre le directeur général sortant de l'ERSUMA et celui entrant. Le docteur Désiré Meda Bakidi, d'origine camerounaise, nommé en Conseil des ministres de l'OHADA en juillet dernier pour assurer l'intérim de son compatriote Félix Onana Etoundi, limogé pour mauvaise gestion. Désiré Meda Bakidi cède son fauteuil. Nous pouvons mentionner quelques actions sans être exhaustifs pour les 8 derniers mois que nous avons passés à la tête de cette école. Il s'agit notamment d'une redynamisation des formations à travers la mise en œuvre d'un plan de formation 2017 insistant sur les formations payantes. Le professeur Mayata Ndiaye Mbaye, un Sénégalais qui lui succède, voudrait aussi poursuivre sur la même lancée. Cette université très connue des milieux de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, voudrait amener l'école régionale supérieure de la magistrature à redorer son blason. Je suis conscient que le respect de la règle de droit ne doit pas dépendre de l'impossibilité de la violer, mais plutôt de la prise de conscience de l'ordre établi. Le Conseil des ministres de l'OHADA insiste particulièrement pour une bonne gouvernance des structures de l'institution dont l'image a été ternie ces dernières années par des affaires de détournement de deniers publics et de mauvaise gestion. Les biens, les fonds et les avoirs de l'ERSUMA doivent être utilisés exclusivement au service de l'organisation. Le nouveau directeur général de l'ERSUMA a un mandat de 4 ans. C'était donc à l'instant le point de la cérémonie de passation de charge entre les directeurs généraux sortants et entrants de l'ERSUMA. Le reportage est signé donc Guillaume Avienou. Et pour finir, en interactualité, 50 morts, 20 disparus et près de 3000 sinistrés. Le bilan ravageux du cyclone Enao à Madagascar, selon un nouveau bilan annoncé le samedi 11 mars dernier par le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes. Reportage. Quelques tentes au milieu de ce qui est habituellement un parking. Des palettes en bois, même le sol en guise de lit. C'est dans des conditions sommaires que sont hébergés tant bien que mal des habitants d'Antananarive qui ont tout perdu dans le cyclone. La route pour aller chez nous s'est effondrée. Notre lit a été emporté par l'eau, notre vaisselle, notre toit, même notre maison a été emportée. Regardez, on dort sur des palettes. On a tellement mal, notre dos nous fait souffrir. Voilà nos enfants, ils font pitié. Au campement de Tanjambato, près de la capitale, ils étaient 2700 la semaine dernière. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 700. À Antananarive, la lande des crues des eaux s'est amorcée, une semaine après le passage du cyclone. 13 camps d'accueil ont déjà fermé leurs portes. Pourtant, les conditions ne permettent pas encore le retour de tous les habitants chez eux. Actuellement, on est obligé de quitter les lieux car le niveau de l'eau a baissé. Les maisons sont entourées par l'eau. Les parents se font du souci pour la sécurité des enfants. Il est vrai que l'eau a baissé, mais les maisons sont encore remplies de boue. Il faut maintenant nettoyer les maisons. Dans le nord-est de l'île, la situation est plus inquiétante encore. Des centaines de milliers de personnes sont touchées. La zone est difficile d'accès, les quelques voies de communication sont endommagées. L'aide humanitaire arrive au compte-gouttes par avion, principalement du riz et des légumes. Les ONG sont maintenant préoccupées par les risques sanitaires, notamment l'eau potable. L'eau a été coupée pendant quelques jours et c'est seulement aujourd'hui que ça s'est établi. Et dans les zones rurales aussi, à cause des inondations, il y a un fort risque de maladies à transmission hydrique. Une grande région agricole dévastée, la quasi-totalité des cultures de vanille, de cacao et de riz sont détruites. Il faudra plusieurs années avant de relancer la production, des conséquences graves qui toucheront tous les habitants de Madagascar. Ainsi s'achève, mesdames, messieurs, cette session de l'information. Merci à tous pour votre aimable attention et fidélité au programme de la télévision nationale.